Monsieur Pierrequin, dans ses films 16 mm, nous propose les activités de la Société mutualiste de Warcq. Cette société, à en croire ses images, organisait des cavalcades, des corsos fleuris, une sortie de messe qui a été filmée. Il y avait même un buffet en plein air, quelques portraits et un défilé de chars et de fleurs. Bref, toutes les activités d'une petite bourgade il y a 50 ans. Dans le prochain film de Monsieur Pierrequin, on va retrouver, je vous en prie, relevez-vous, Monsieur Marchand, on va retrouver des images qu'on a l'habitude de voir dans les années 50. C'est la Société de gymnastique. C'est une activité qui a quasiment disparu. Il y a encore quelques exhibitions, mais à l'époque, c'était pas tous les dimanches, mais presque. Voici donc des images de la commune de Warcq avec, bien sûr, la Société de gymnastique.
Steph, one more. Oh yeah. Continuons l'exploration des films de Monsieur Pierrequin. Nous avons eu une société de gymnastique, nous avons eu un corso fleuri. Il y a obligatoirement la traditionnelle fête religieuse, c'est la fête en l'honneur de Saint-Hilaire avec kermesse, mat, cocagne, etc. Warcq est à 1 kilomètre à l'ouest de Charleville-Mézières. Warcq compte 1532 habitants. Les Warcains et les Warkines, c'est à 15 kilomètres de la frontière belge. Dans notre émission, plusieurs reportages, comme vous en avez certainement l'habitude. Aujourd'hui, ils sont signés Jean-Christophe Dupuis, qui a passé une semaine sur le terrain. Vous ferez la connaissance du dernier ferronnier de Warcq. Nous ferons également le portrait d'Ulrike Nagel, qui est une artiste d'origine allemande, venue s'installer il y a quelques mois dans cette belle commune. Nous ferons un petit débat sur les inondations, un thème qui est d'actualité malheureusement aujourd'hui. Warcq est victime d'inondations à répétition. Des explications de notre émission dans quelques instants. Et enfin, tourisme avec Thierry Guiliani, un véritable personnage venu sur notre plateau. Il y aura un reportage qui lui sera consacré. Thierry Guiliani et le tourisme. Tout de suite, voici la carte postale, Warcq et ses quartiers. Particularité. Voici la carte postale. À tout de suite avec mes invités. On se trouve au cœur du village, rue des Ferronniers, rue bien nommée puisque l'atelier rue des Ferronniers. Ce musée est un ancien atelier, tout au moins les pièces du rez-de-chaussée étaient des ateliers. Alors la forge ici et les machines-outils sur l'autre pièce. Créé il y a 12 ans, le musée du Vieux Warcq est un peu le bébé de Marceau Gilles, son conservateur. Patiemment, ce dernier a fait le tour de toutes les maisons de Warcq afin de collecter 95% des objets qui sont ici présentés. Musée est un bien grand mot, j'aimerais mieux le mot conservatoire du village. Hein, parce que tout ce qui est ici a intéressé la vie domestique,
la vie industrieuse des Warkas. Cette collection préservée rappelle effectivement la vie d'autrefois. La ferronnerie bien sûr, mais également tout simplement le quotidien, l'école ou bien encore le service militaire. Les plus jeunes, ceux des quartiers nouveaux, découvrent un autre Wark. Les anciens, eux, retrouvent leur jeunesse et chaque visite apporte son lot de nouveautés car Marceau-Gilles continue de prospecter. Bon, moi je pense que ça n'est pas trop, au contraire. Je voudrais même que les murs s'élargissent un peu. Parce que j'ai d'autres pièces qui vont arriver un jour ou l'autre et il va falloir les caser. Wark est un très vieux village dont l'origine remonte à 850. Repère de brigands situé en plein marécage, il devient un siècle plus tard la forteresse d'Othon, comte de Chigny. Quelques murailles en témoignent encore, ainsi que les tours du Xe siècle. L'allure du village est typiquement ardennaise, avec ses alignements de maisons aux vieilles pierres apparentes, et c'est la voire fontaine qui semble préserver du temps. Le porche fortifié de l'église Saint-Jean-Baptiste est quasi millénaire. L'édifice s'est ensuite étoffé, mélange de roman et de gothique, il est aujourd'hui classé aux beaux-arts. Wark cultive son passé, mais n'oublie pas pour autant le présent. Ainsi, une salle d'exposition a récemment été ouverte pour permettre aux artistes et artisans du village et de ses alentours de présenter leurs œuvres tout au long de l'année. Cinq quartiers composent le village. L'un d'eux, la Belle-Vue du Nord, accueille la seconde église de Wark, la chapelle Saint-Paul, construite dans les années 60. La lumière y pénètre par des vitraux de plexiglas, colorés dans la masse, et semble éclairer de son jeu chatoyant l'hommage rendu par l'architecte aux métiers et matériaux d'autrefois, ardoise et bois. Par exemple, la recherche sur le siège, on n'a pas voulu que le siège soit conforme, mais qui veuille dire quelque chose, d'où le choix qui a été fait sur des terrasses de chemin de fer, qu'on a été chercher au dépôt de Mont, qui à ce moment-là était très, très important, et donc on a conçu tous ces sièges par des traverses de chemin de fer. Ça a été un peu dur quelquefois à faire passer, mais enfin... Bon, il y a aussi toute la ferronnerie. On a voulu une ferronnerie simple, l'ambon, le tabernacle, et puis les quelques sculptures que vous avez pu voir à l'extérieur, notamment le coq. Non loin de là, entre les quartiers de la Belle-Vue du Nord et la Malcampée, se dresse le château d'eau de Wark, décoré depuis 8 ans d'un bouquet de fleurs géant, comme un clin d'œil aux visiteurs. Wark et ses multiples curiosités. Le premier invité de cette émission s'appelle Luc Monet. Monsieur, vous avez 43 ans, vous êtes fleuriste à Wark depuis 6 mois. Votre magasin s'appelle La Main Verte. Vous n'êtes pas originaire de cette commune et pour vous tout a changé puisque auparavant vous étiez représentant. Pourquoi vous avez choisi de vous établir à Wark? J'ai été effectivement pendant de longues années représentant et le métier de fleuriste, je vais dire que c'était un peu une passion. Et j'avais décidé donc d'essayer de vivre de cette passion-là. Et ma foi, le fait de trouver un emplacement à Wark, c'est surtout ça, une création de fonds, puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, reprendre un fonds, ça coûte très très cher. Dans une zone où il y a à proximité d'un hôpital, avec une zone de passage, et puis ma foi, un climat assez sympathique, bon, j'ai opté pour cet endroit-là, et puis je m'en porte très bien. 6 mois après, quel est le bilan? Est-ce que vous avez eu du mal à vous faire accepter par la population? Pas vraiment, parce que le métier de fleuriste, c'est un métier où on a un grand contact avec les gens. On a beaucoup de contacts, les gens viennent nous voir, soit pour des événements heureux ou des événements malheureux. Ils ont toujours tendance à, bien entendu, à raconter pourquoi ils viennent nous voir. Nous, on est là pour écouter, pour traduire ce qu'ils nous disent et puis essayer de répondre par notre métier, par notre travail, à leurs attentes, tout simplement. Donc c'est un métier de contact, en général, ça passe bien. Comment sont les Warkins? Quel est leur tempérament? Ce sont de vrais Ardennais, d'après ce qu'on dit. Oui, j'en peux en juger, d'autant plus que moi, je ne suis pas Ardennais d'origine. C'est vrai que ce sont ce qu'on peut définir comme de vrais Ardennais. C'est-à-dire les gens
où on a, je vais dire, il y a un petit recul au départ. Quand on est nouveau, il y a un tout petit recul. Ils sont un peu réticents. Un peu réticents, c'est normal. Je ne vais pas dire qu'ils se méfient, mais disons, c'est pas vraiment la franche camaraderie tout de suite. Mais à partir du moment où on est accepté, à partir du moment où on est accepté pour ses qualités, pour ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut donner, je crois que c'est surtout ça, à ce moment-là, ce sont des amitiés solides. Comment vous avez fait concrètement pour vous faire accepter dès les premiers mois? Ça s'est passé de façon assez simple. Bon, c'est côté sympathique peut-être, le côté agréable et puis le côté accueillant du magasin, le fait de savoir écouter les gens, ce que je disais tout à l'heure. Et puis ça s'est bien passé, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, les fleurs sont au rendez-vous de notre émission. Vous allez réaliser un jardin en direct. Oui, ce sont une petite spécialité de la maison. En fait, ce sont des jardins qui sont axés sur l'artisanat mexicain. C'est des petits personnages en papier mâché qu'on va mettre ensuite dans ce jardin-là, on les mettre en situation. Mais vous êtes armé d'un pistolet à colle. Absolument, c'est pas très dangereux, sauf si on met les doigts au bout, mais ça sert essentiellement à fixer les fleurs. Mais c'est rare de voir un jardinier équipé de la sorte. Ah non, contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous les jardiniers qui font un peu de composition en séché utilisent le pistolet. Bien, je vous remercie beaucoup. Vous allez tout de suite vous mettre au travail devant les caméras d'Emmanuel Duberger. Je vais vous présenter d'autres invités. Venez avec moi, notamment Yann Charlier, qui a 26 ans. Yann, vous êtes conseiller municipal. C'est assez étonnant, en tout cas, on vous félicite, vu votre jeune âge. Vous êtes président de l'association Arche de Warcq. Et vous, vous êtes vraiment attaché à votre pays. Pourquoi? Tout à fait. Tout d'abord parce que je suis né à Warcq, je suis issu de milieu rural et je suis très bien dans le département qui me plaît beaucoup. Je trouve que c'est un beau département. Et mon idée à moi c'est de me battre pour que vive le département s'ouvre, voilà, et aussi la commune de Warcq. Alors comment vous allez faire? Est-ce que vous avez le sentiment d'être entendu? Alors au niveau de la commune, c'est vrai que, bon, que ça fait seulement 1 an que je suis conseiller municipal. Je travaille au sein de diverses commissions comme le CCAS et je m'occupe aussi du problème des ordures ménagères. Mais ma tâche première, je dirais, c'est d'être un petit peu le lien entre la municipalité et les jeunes de la commune, quoi. Mais comment vous êtes arrivé dans ce conseil? On est venu vous chercher ou alors vous avez forcé un petit peu les portes? Non, j'ai pas forcé un peu les portes, mais c'est vrai que j'ai pris les devants et je me suis dit, voilà, il y a les constitutions de listes qui se font avant les élections et j'ai décidé d'y aller. Et alors, ça a été une surprise pour vous ou vous y attendiez? Non, je m'y attendais pas du tout, mais qui ne tente rien à rien et apparemment ça a passé, quoi. Quelle est votre profession? Je suis contrôleur à la direction départementale de l'agriculture des Ardennes. Donc vous êtes resté au pays grâce à votre métier, entre autres. Tout à fait, c'est ça. Bien, vous êtes heureux de votre sort, vous allez même acheter une maison, je crois? Je viens juste d'acheter une maison, donc à Warcq, une vieille maison que je suis en train de raménager, je peux dire. Bien, donc on voit que le pays est en train d'être revigoré grâce à la jeunesse. À votre côté, Marceau Gilles, monsieur, on vous a déjà aperçu dans ce sujet carte postale. Vous représentez l'association des Amis du Vieux Warcq. On a l'impression qu'il y a une certaine fierté à être warquin. Eh oui, tout Warquin est fier d'être Warquin. Et pourquoi? C'est certain. C'est un état d'esprit, c'est l'atmosphère du village et de ses environs. C'est très bien comme cela. Mais vous n'êtes quand même pas replié sur vous-même. On sait très bien que les Ardennes du Nord sont un peu entourées, encerclées géographiquement, mais vous, c'est pas votre cas. Donc vous avez une autre façon de voir les choses, peut-être? Non, nous ne sommes pas enfermés. Ardennes du Nord, nous sommes évidemment au bout de la France, c'est certain. Enfin, non, c'est un bon village et dans un beau département. Vous aussi, vous y êtes attaché à ce département, à ce village. Votre famille est présente dans cette commune depuis le XVIIe siècle. Oui, depuis 1700 à peu près, oui. Oui, pour une branche de ma famille. Vous avez fait des recherches? Ah oui, j'ai fait mon arbre généalogique. Quelle profession exerçait-il? J'étais dans la fonction territoriale. Et vos ancêtres, que faisaient-ils? Ah, mes ancêtres, mon père était ajusteur. Et tous mes ancêtres, jusqu'en 1650 à peu près, étaient des laboureurs, autrement dit des cultivateurs. Quand on voit l'orthographe de Warcq avec un W, on a du mal, on se dit est-ce qu'on prononce Warcq, Warcq, on ne sait pas trop, il y a plusieurs orthographes à vrai dire. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur les origines de ce nom? Warcq, dans les Ardennes, a la même définition que Warcq dans la Meuse. Ce sont des lettres celtiques, des définitions celtiques, puis c'est très long d'exposer, mais ça situe le village
de par son endroit géographique et de par tout ce qui l'entoure. Et nous avons la même signification à Warcq dans la Meuse. Mais il y a plusieurs orthographes. On voit que Warcq avec un O-U, d'où ça vient, tous ces mélanges? Oui, enfin Warcus en latin, mais Warcq c'est écrit, ça dépend des scribes. Ça s'est écrit avec un V, ça s'est écrit Vuarc, Warcq avec un E. Warcq, W-A-R-C, mais enfin tout ça sont des fautes d'orthographe, hein, ça n'est pas grave. Mais enfin, Warcq c'est 5 lettres, W-A-R-C-Q. Est-ce qu'on parle encore le patois, ou est-ce qu'il y a un patois particulier dans votre commune? Non, il n'y a plus d'anciens, on ne parle plus de patois, et de toute façon, il n'y a jamais eu, à vrai dire, de patois Warcq. C'était, si vous voulez, une macédoine de mots patois, piochés un peu dans les environs. Mais enfin, il y avait quand même des mots patois, mais enfin, qui étaient très compréhensibles de tous les villages environnants. Depuis le Moyen-Âge, depuis l'époque de vos ancêtres à laquelle vous êtes remonté, Warcq est réputé pour sa ferronnerie. Aujourd'hui, nous avons décidé d'aller à la rencontre du dernier ferronnier de la commune, son nom Gérard Buot. Avec lui, nous allons évoquer ses souvenirs, son passé. Vous allez voir que tout est resté intact, même si son travail a bien évolué. Dans son hangar de la Bellevue du Nord, sur les hauteurs de Warcq, Gérard Buot fait un peu figure de dernier des Mohicans. Seul dans cet atelier, adossé à sa maison, il passe son temps à couper, tordre, plier et façonner des morceaux de métal. Gérard est ferronnier. Il est le dernier artisan ferronnier de Warcq. J'ai démarré à la sortie du service militaire. Ça fut mon premier travail, que j'ai continué par la suite. J'ai travaillé chez un patron pendant 11 ans, avant de me mettre à mon compte par la suite. À l'époque, on faisait des portails, des balcons, des rampes d'escalier. Au moment du départ en retraite de son patron, Gérard a poursuivi seul l'activité, la faisant progressivement évoluer. J'ai changé le type de travail, j'ai fait du travail, disons, d'art qu'on ne faisait pas beaucoup à ce moment-là. Je recherche des clients pour faire prospérer. Aujourd'hui, Gérard partage son activité entre ferronnerie d'art et de sécurité, dont on retrouve nombre d'exemples dans le village, qu'il s'agisse de grilles de protection d'un réservoir ou bien encore de l'entourage d'un pavillon. Signe de la reconnaissance de son travail, la commune lui a confié la réalisation de la grille qui mène à la Tour de l'Eau. Ici se trouve le syndicat d'initiative qui accueille une exposition permanente du passé artisanal warquin. Gérard, on est là dans le syndicat d'initiative, dans cette vieille tour du Moyen-Âge. Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce que c'est que tous ces outils? Eh bien, ici, on trouve tous les anciens outils qui ont servi aux ateliers qu'il y avait sur la commune dans le temps. C'est un petit peu la mémoire de Warcq qui revit ici. C'est la mémoire de Warcq, oui. Alors, on trouve des outils de quel type de profession? J'imagine des ferronniers. Il y avait des ferronniers, et puis des ferronniers et des forgerons, beaucoup. Alors, comme type d'outils de ferronnier, par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver là à côté de vous? Vous avez quelque chose à nous montrer? Oh, ben, il y a certains marteaux de différentes formes qui servaient à façonner le métal. Pour les forgerons, vous avez d'autres choses? Pour les forgerons, il y a des pinces qui servaient à tenir le métal chaud. Des outils qui pourraient encore servir aujourd'hui. Le marteau, par exemple, est utilisé pour façonner le métal. Autant de trésors à découvrir ici, tous les après-midi, sauf le lundi. Vous avez bien noté tous les jours, sauf le lundi, cette expo sur les vieux métiers, sur le vieux Warcq. Marceau Gilles, on vous retrouve de l'association des amis du vieux Warcq, je le rappelle. À quand remonte cette tradition de la ferronnerie? La tradition de la ferronnerie remonte, si l'on en croit les registres paroissiaux, vers 1685.
Je suppose qu'auparavant, on s'occupait également de la ferronnerie. Wark a été partagé, si vous voulez, en deux. Principale activité, la ferronnerie. Et puis, il y avait la culture. Mais enfin, la ferronnerie a eu son apogée au moment de l'armurerie de l'armurerie de Charleville, où les Warquins ont travaillé pour cette manufacture d'armes, où on a fait toute espèce de pièces. Il n'y a pas qu'à Wark d'ailleurs, mais enfin dans tous les villages aux alentours, c'était pareil. Mais comment on explique que la ferronnerie se soit développée? Alors voilà l'explication. En 1833, on n'a plus fait d'armes à Charleville. La manufacture a fermé et il y a eu 3 années de grand chômage. Ça a été très difficile d'ailleurs pour les Warquins. Et ils se sont mis à la ferronnerie hippomobile. De la ferronnerie hippomobile, il s'en est suivi la ferronnerie automobile. Hein. Et alors, alors au départ, c'était des petites boutiques, c'est-à-dire que chaque ferronnier travaillait chez lui, dans sa cuisine, à sa fenêtre, il avait son établi à sa fenêtre. Et puis, bon, ben, il y a eu le fils, il y a eu ou le frère ou le beau-frère. Tous ces gens-là sont arrivés, on a construit la petite baraque dans le jardin ou dans la cour. Ça a été vraiment la première boutique. Et puis ça s'est étendu, et on peut dire que à voir qu'il y avait au moins, si on compte avec les écarts du village, on compte au moins une trentaine de petites boutiques comme ça, qui sont devenues pour au moins 2 véritablement des petites usines. Et dans ces boutiques, tout le monde travaillait, les enfants, les parents, il n'y avait pas de répit. Personne n'était épargné. Non, il n'y avait pas de répit. D'ailleurs, que ce soit la veille de la Meuse, la veille de la Smois ou aux alentours de Charleville, c'était du 12 et 14 heures par jour, c'est certain. Aujourd'hui, il ne reste que quelques entreprises qui ont bénéficié de cette expérience de ce passé. Il reste 2 entreprises en ce moment à Wark qui travaillent encore pour l'automobile. J'ai même entendu dire que dans ces fameuses petites boutiques, parce que c'est vraiment comme ça qu'on les appelle, il y avait même des chiens qui travaillaient. Vous en avez entendu parler? Non, personnellement, je n'en ai pas entendu parler et je ne connais pas de boutique où il y avait un chien. On rencontrait ça dans la veille de la Smois et dans la veille de la Meuse, peut-être, mais surtout la veille de la Smois. Michel Hubert va nous expliquer, va nous raconter comment on utilisait les chiens dans cette vallée. Je vais aller le rejoindre. Michel Hubert de l'amicale canine ardennaise, on peut dire que c'est le 2e club de Champagne-Ardenne, étant donné ses résultats. Puis à vos côtés, Stéphane Becquet, qui a participé au dressage régulièrement. Votre chien s'appelle Jackie. Jackie. Alors on utilisait peut-être pas à Wark, mais tout au moins dans les environs, les chiens pour travailler. Comment on C'était une roue, il faisait tourner la roue, et la roue produisait de l'énergie. Et c'était l'énergie de dans le temps, c'est ce qui remplace maintenant l'atome. Donc tout le monde était vraiment au travail. C'était les moteurs à puce qu'ils appelaient. Ah oui, d'accord. Déjà les puces, elles n'étaient pas électroniques. Non, c'était pas électronique, elles étaient à 4 pattes. Aujourd'hui, si vous venez sur notre plateau, c'est parce que vous représentez un peu le milieu associatif de Wark, un club qui est tout à fait dynamique. Vous vous occupez du dressage des chiens. L'éducation des chiens. De l'éducation des chiens. Quelle est pour vous la différence alors? Non, on éduque un chien, le dresser, c'est un petit peu une différence. Il y a maître et chien. Bon, nous, on le met, mais on l'éduque. On lui apprend, vous voyez, ce chien-là, il a depuis ce matin, il est couché, personne ne s'est plaint de lui jusqu'à maintenant. On a été au réfectoire tout à l'heure, il a mangé avec nous, il n'a pas mis les pattes sur la table, il n'a pas aboyé, il est bien calme. Il a un peu soif quand même, hein? Il a peut-être un petit peu soif, remarquez, je crois qu'on a tous soif. On va voir quelques images, monsieur Hubert, du dressage, de l'éducation des chiens, regardez. Alors c'est assez étonnant. Vous avez participé, monsieur, à cette scène que nous avons tournée ce matin. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment tout cela fonctionne? Monsieur Hubert, oui. Racontez-nous alors comment vous fonctionnez, comment vous faites pour les conditionner, ces chiens? Pour les conditionner, on commence déjà en étant chiot à 2-3 mois. On commence à les faire mordre. Enfin, c'est un sport, hein. C'est pas, vous voyez, c'est pas méchamment. Ils mordent pas méchamment déjà. On commence par les faire mordre dans des sacs en jute. Au fur et à mesure qu'ils grandissent, on les fait mordre dans des boudins. Ensuite, une manchette.
poisson de Meuse. Je suis garde de l'amicale de Mézières de Charleville qui comprend 2300 pêcheurs. J'ai 15 km de rive, ce qui me fait 30 km aller-retour. En parlant de Meuse, monsieur Pilar, Warcq se trouve en zone inondable et depuis toujours, les habitants ont pris l'habitude d'être très vigilants. Malheureusement, aujourd'hui, les crues sont à répétition, alors les habitants ont tendance à partir, parfois définitivement. Je vous propose de revenir sur les heures noires de Warcq avec des images d'archives pour bien comprendre ce qui se passe. 91, 93, 95, 3 années à marquer d'une pierre noire pour la commune de Warcq. À chaque fois, brusquement, en plein mois de janvier, la Meuse sort de son lit, grossie par les pluies violentes et par la fonte des neiges vosgiennes. L'eau pénètre alors partout et le calvaire commence pour les Warcquins. Il faut tout surélever, souvent plusieurs fois dans la journée. Et puis, parfois, la décision de la préfecture tombe comme un couperet. Janvier 95, le village doit être abandonné. Le souvenir des crues de la Meuse est gravé dans la pierre de ce pilier à l'intérieur de l'église de Warcq. Janvier 1991, 24 décembre 1993, plus d'1 mètre de hauteur dans l'église. Et la crue historique, elle, date du 31 janvier 1995, plus de 2 mètres d'eau à l'intérieur de l'église. Au cœur du vieux Warcq se trouve la maison de Simone Husson. Depuis la fin de la guerre, elle a subi toutes les inondations et aujourd'hui encore, elle porte les stigmates de celle de 95. Si vous voyez à peu près le niveau de l'eau, c'est-à-dire que le tableau plongeait un peu, tout autour c'est très visible. Ici c'est une bibliothèque qui était très haute et qu'on n'a pas pu surélever. L'eau est montée jusque là, j'ai trouvé 2 rayons de livres complètement perdus. Même la porte est marquée, je désire la laisser comme signe des méfaits de la Meuse, ce sera un souvenir comme un autre. Là, le mur, c'était quelque chose d'assez grave, parce qu'elle était complètement effondrée. Alors il a fallu tout de suite y parer, comme dans d'autres endroits de la maison, hélas. Et cette fois, on espère que la Meuse ne viendra pas à bout du ciment. C'est les enfants qui ont remonté tout comme ça, pêle-mêle, tout est mélangé, tout, et les photos, les souvenirs, oh là 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 là, le linge, tout. Ou un chantier pareil, je suis confuse, hein. Qu'est-ce qu'on ressent quand on habite Warcq et qu'on se retrouve au milieu de l'eau? Vous savez, nous, c'était la 3e fois. Alors, ma foi, ça fait drôle, quoi. Puis alors, avec l'eau qui monte comme ça, vous savez, c'est pas marrant. Et nous, on n'était pas habitués. Alors bon, on a pris ça comme tout le monde, quoi. En cas d'inondation grave, un véritable plan de sauvetage est mis en place, géré depuis le premier étage de la mairie, là où est installé le PC Crise. À ce moment-là, la hauteur d'eau dans les rues de Warcq est à plus de 2 mètres. En permanence, on est sollicité. Même la nuit, on est là pour réconfort des gens. Il y a des gens qui nous téléphonent à 1h ou 2h du matin pour nous demander ce qui va arriver. Est-ce que l'eau va monter ou des comme ça. C'est fréquent. 2-3 fois par nuit, on est réveillé. On est réveillé aussi par les fax. On vit vraiment dans un monde particulier, dans un état de crise. Bonjour. On va prendre une baguette aujourd'hui. Les Warcquins, ils ont tous Je vous la paye aujourd'hui ou je vous la paye une solidarité que dans beaucoup de pays, ça n'existe pas parce qu'ils n'ont pas les mêmes problèmes que nous. Il arrive une chose, on n'est pas tous bien d'accord dans le pays. Il y a des fois... mais au moment des inondations, tout ça est passé, tout le monde est d'accord. C'est ça qui est spécial au pays. Et tout le monde donne des coups de main. C'est spontané, ça vient du cœur, c'est comme ça, c'est chez nous. Et vous savez, c'est quand on voit tout ça, puis après quand tout a été enlevé, les meubles partout, nettoyés, enlever les parpaings, passer le machin de Karcher là pour nettoyer tout ça, après les murs, la vase, tout ça collé partout, vous savez, c'est sur les meubles. Puis ils en prennent un coup les meubles, vous savez. Aujourd'hui, vous habitez toujours à Warcq? Oui. Et j'allais dire, vous avez envie de partir, vous avez envie de rester? Vous savez, si l'eau remonte encore, vous savez, j'espère qu'elle ne montera plus. Je souhaite pour tout le monde parce que, vous savez, c'est pas marrant. Ouais. Monsieur Pierrequin, quand on voit ces administrés quitter le village parfois de façon définitive, qu'est-ce qu'on ressent? Ça fait mal, ça fait mal. C'est certain que
Le maire, il doit être l'interprète d'une volonté et il doit également garantir un patrimoine culturel. Mais quand je parle de patrimoine, c'est les habitants, c'est les traditions. Et il est certain que ceux qui quittent le pays parce que, bon, l'âge venant, le tracas des inondations devient insurmontable, une préoccupation permanente. Et ça fait mal, c'est sûr, ça fait mal. Aujourd'hui, les choses ont bougé. Les actions de l'association Inondation ça suffit et la gravité de la dernière crue ont provoqué une prise de conscience des pouvoirs publics. Les premiers travaux ont désormais commencé, d'abord la réparation du pont de la Sermonne, emporté par la dernière crue, et puis surtout la création de 2 canaux de délestage au cœur de Charleville-Mézières qui court-circuitent les boucles de la Meuse, dont celle de Warcq. Les experts estiment que 45 cm de hauteur d'eau sont d'ores et déjà gagnés sur la prochaine crue. Et si vous venez de nous rejoindre sur France 3 Lorraine Champagne-Ardenne, comme chaque samedi de 15h à 16h, en direct au bout de la rue. Aujourd'hui, nous sommes au bout de la rue dans les Ardennes, à Warcq. Warcq se trouve à 1 km à l'ouest de Charleville-Mézières, à 15 km de la frontière belge. Il y a au total 1532 habitants, très précisément. On les appelle les Warcains et les Warkines. Messieurs, 45 cm d'eau en moins, c'est pas mal, mais enfin, c'est quand même pas suffisant. Je vous présente Bernard Pierrequin. Monsieur, vous êtes maire de Warcq depuis 1995. Depuis 50 ans, il y a un Pierrequin à la tête de la commune. À vos côtés, Bruno Pilar, président de l'association Inondation ça suffit. Et puis en face de moi, Gérard Dutcher, secrétaire général de l'OFA, AUFA, Association d'Union des Faubourgs d'Arches. C'est le quartier le plus inondé, on va dire, de Charleville-Mézières. Alors, que peut-on faire pour gagner encore des centimètres? Et tout d'abord, est-ce que 40 cm pour vous, 45 cm, c'est suffisant? Bien sûr que non. 45 cm, c'est peu de choses par rapport aux 2 mètres ou 2,50 mètres que certaines habitations de la commune ont pu avoir. Par contre, 40 cm ou 45 cm, c'est la première cule des inondations dans l'histoire de la Meuse. Et je pense que c'est très intéressant de savoir qu'on peut faire reculer les éléments. Il y a déjà des travaux qui ont été réalisés, grâce auxquels on a gagné des centimètres, mais il y a plusieurs possibilités tout de même pour évacuer l'eau plus rapidement. Vous êtes favorable à quel genre de formule, messieurs? Monsieur Dutcher. Bien, nous sommes favorables à toutes sortes d'actions. Il y a 2 sortes essentiellement. Il y a d'abord l'accélération de l'évacuation de l'eau qui nous arrive, et il y a une deuxième action possible, c'est celle de stocker l'eau avant qu'elle ne vienne inonder nos régions. Mais sur le terrain, comment faudrait-il faire? Eh bien, il y a partout des résistances, des obstacles qui sont à éliminer pour accélérer. Il y a peut-être des raccourcis aussi à trouver. On a eu la preuve tout de suite par ces bypasses qu'il y a aux écluses. Et ensuite, tout le monde parle, et très fort, de retenue. Alors les retenues, c'est la grande question. Qu'est-ce qu'il faut faire comme retenue? Une retenue énorme dans le genre lac de Der. Tout le monde sait ce que ça représente comme investissement et comme difficulté. Et ensuite, il y a des possibilités de faire un certain nombre de retenues moins importantes qui seraient plus faciles à réaliser, qui seraient plus rapides à réaliser, qui constitueraient un moindre problème pour obtenir les autorisations, etc. Vous représentez donc Charleville-Mézières. Ici, on a les habitants de Warcq. Est-ce qu'il y a une bonne coordination entre vous? Oui, certain qu'en ce qui nous concerne, avec la ville de Charleville, nous avons constitué un CIVU où il y a égalité au niveau du nombre de membres, c'est-à-dire qu'il y a 3 représentants de la commune de Charleville et 3 représentants de la commune de Warcq. Et le budget s'établit en fonction des inondés. Donc à Warcq, nous avons 200 inondés et Charleville a 520 inondés. Donc on fait la règle de 3 tout simple pour partager les frais. Bien. Les crues n'ont pas toujours été à répétition. Bien sûr, il y a eu des crues à Warcq depuis des centaines d'années. Mais qu'est-ce qui se passe là, Monsieur Pilar? Est-ce qu'on connaît les explications? Pourquoi tant d'eau d'un coup? Il y a plusieurs explications. Il y a déjà eu des précipitations qui n'ont pas été normales. Il y a des précipitations qui ont eu lieu, des 40 cm d'eau qui sont tombés au mètre carré. Donc ça, et qui sont tombés sur la région en dessous de Stenay jusqu'à Givet. Donc c'est pour ça que la Haute-Meuse n'a pas été inondée. Mais en plus de ça, il y a une anarchie sur la rivière, elle n'est plus entretenue. Les cultures qui ont changé, les drainages outranciers qui ont été faits, l'asséchage des marais,
Tout ça, ce sont des petites causes, mais qui ont des grands effets. Parce que quand on nous touche à la nature se venge un jour ou l'autre, et quand on veut corriger quelque chose, ça ne va plus. J'estime que la culture des maïs a apporté beaucoup de mal, parce que ça rend la terre... Pourquoi principalement le maïs? Pourquoi? Parce que ça rend la terre imperméable. D'ailleurs, en venant, je ne sais pas si vous avez remarqué, même qu'il n'y a pas plu beaucoup, l'eau, le stagne sur les terres de maïs. Elle ne s'infiltre pas. Vrai. En plus de ça, vous avez les engrais qui ont tué tous les vers, tout ce qui est dans la terre et qui sont nécessaires à la terre pour l'évacuation de l'eau. C'est-à-dire que la terre, elle devient imperméable et sans les vers qu'il y a dedans, ça ne s'infiltre pas. Et vous êtes obligé de vous organiser pour faire face à ce qui ressemble un peu à de la fatalité, mais vous avez décidé de vous bouger un petit peu. Comment vous vous organisez sur le terrain? Est-ce que vous avez suffisamment d'antériorité sur l'arrivée et l'avancée des crues pour prévenir la population? Alors ce qui se passe au niveau de la commune de Warcq, lorsque les eaux montent, on est prévenu par la préfecture et on voit de soi-même les eaux monter. Donc avec les éléments donnés par la préfecture, une réunion s'établit plusieurs fois par jour pour prendre les décisions en ce qui concerne le sauvetage apporté aux différents habitants. Et de là se met en route le mouvement d'entraide. Le mouvement d'entraide, c'est un mouvement, comme le nom l'indique, coordonné par un membre du conseil municipal et actuellement par un adjoint, et qui permet d'organiser cette solidarité donc, à travers les différents quartiers. Donc ça regroupe une centaine de personnes. Au départ, c'est remonter les meubles. Ensuite, c'est distribution de parpaings, de parpaings qui permet donc de remonter les meubles dans chaque habitation et également donc d'apporter l'aide que chacun a besoin, les personnes âgées, etc. Donc c'est un système qui semble rodé, mais la conséquence de tout cela, ça ne fait pas fuir les entreprises parce que des entreprises inondées à répétition, ça peut avoir de fâcheuses conséquences sur le psychisme des chefs d'entreprise. C'est exact. C'est exact. Et les chefs d'entreprise ont réagi très positivement depuis un certain nombre d'années. Ça a mis un certain temps pour se mettre transformer en action, mais vous avez vu, depuis les inondations de 91, il y a déjà des entreprises dans la vallée qui ont essayé de se délocaliser, et on a vu en 95 les établissements Ateliers des Janves qui ont carrément construit une nouvelle usine à 5 km de l'emplacement de l'ancienne. Vous avez vu des gens comme Citroën, par exemple, qui se sont protégés. Vous avez vu des organismes comme Cora qui se sont protégés. Les entreprises se sont protégées. Mais si vous le permettez, je voudrais dire un mot au sujet de la protection individuelle, si vous voulez. Allez-y rapidement. Ce sont les inondés en général. Au lendemain des premières inondations, les gens se sont retrouvés un peu orphelins. Ils se sont regroupés en associations. Nous avons l'association de Warcq, nous en avons une à Monthermé, il y en a une à Charleville, il y en a d'autres encore. Et ces associations ont pendant longtemps agi seules. Et maintenant, pour être plus forts et pour être plus reconnus, nous nous sommes tous rassemblés et nous essayons de travailler ensemble pour représenter une force beaucoup plus importante et pour mieux nous faire entendre par les autorités. Et on a bien compris que pendant les inondations, les Warcains étaient très solidaires, notamment entre eux, mais aussi avec les habitants de Charleville-Mézières. Et pour faire oublier cette image un peu humide, un peu triste, eh bien, il y a un homme qui a décidé de se lancer dans le tourisme. Il s'appelle Thierry Guiliani. Il a une méthode très particulière qui est basée notamment sur la complicité et la bonne humeur. Regardez. Bonjour. Alors, tout de suite, ce que nous allons faire, nous allons rentrer dans mon établissement pour prendre le petit déjeuner, puis je vous donnerai donc le déroulement de la journée. On y va, mes amis? On y va. Là, c'est bien parce que ça... Pour moi, la journée de détente, c'est de faire venir des clubs du 3e âge sur notre commune Warcq. Et ça se passe dans la détente, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils viennent chez moi avec un bon accueil. Et il faut qu'ils repartent chez moi heureux d'être partis et heureux de revenir. Alors, puis, journée de détente, qu'est-ce que c'est? C'est de faire découvrir mon patrimoine, Warcq.
c'est de faire découvrir également tout ce qui se passe dans les Ardennes. Je sais, vous êtes en train de prendre le petit déjeuner, mais je vais vous faire un peu de gymnastique. J'aimerais bien que tout le monde lève les bras en l'air. Tout le monde. Ah, on y va, mes amis. Tout le monde, sans exception, s'il vous plaît. 1, 2, 3. On tape les mains. Il y a des gens de tous les côtés. Je fais de la publicité sur 27 départements. D'ailleurs, ça part du Pas-de-Calais au Bas-Rhin, en passant par toute l'île de France. Donc, je contacte les mairies, je contacte les présidents des clubs de 3e âge. Bon, alors, quand j'ai un maire ou une présidente, écoutez, Thierry, parce qu'à la fin de la journée, on se tutoie. Mettons si c'est Paul ou autre, on s'appelle par nos prénoms. Thierry Guiliani reçoit ce jour-là pour la 2e fois le club du 3e âge de Saint-Just-Sauvage dans la Marne. Au programme de la journée, la visite guidée de Warcq qui débute par le bord de Meuse et le syndicat d'initiative, première approche du patrimoine warquin. Donc ici, nous sommes dans une tour qui date du Xe siècle et qui a été achetée par la commune. Auparavant, c'était une propriétaire qui vivait ici. Elle venait pendant ses vacances. Et c'était une maison d'habitation. Ceux qui sont comme ça, la racine, elle s'enlève, ça s'envole, et ça se remet. Voyez donc, ce que je disais tout de suite, la bequette, c'est le trou que vous voyez ici, qui est fait de la pierre. Il y a un carreau, et derrière ce carreau, un peu plus bas, il y a un évier, pour faire la vaisselle. Et la petite dame qui est derrière, ou le monsieur, je ne sais pas, il est en train de nous regarder, donc il est en train de nous beuquer. Et nous, dans nos pays, on disait, c'est pas la hauteur, hein. On beugue. Ah bon, on beugue. Vous avez vu un certain nombre de choses. Qu'est-ce que vous retenez de ce village déjà? Ben, il a son aspect assez spécial, c'est propre, et puis en même temps, ça change un peu des autres quand même. Et on est bien, on a l'air d'être bien à demeurer là-dedans. Vous aimeriez y habiter à la limite? À la limite, je pourrais y habiter mieux que dans des rinces ou dans des machins comme ça, vous voyez. On retient qu'ils ont été très peinés par les inondations. C'est surtout ça qui nous a frappé le plus, de voir toutes ces inondations qu'ils ont eues sur plusieurs années, dont la dernière qui a été très très importante. Et on se met à la place des gens qui sont obligés de tout abandonner et de revenir après. Bon, ben, autrement, bon, c'est un beau petit village, un peu comme chez nous. Nous aussi, on a un très très beau village. Alors, je vais vous demander un peu de silence. Bon, puis après tout, on va commencer à se décontracter un peu. Allez, on y va, tout le monde les bras en l'air. Allez, tout le monde les bras en l'air, on y va. 1, 2, 3. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Vous avez bien fait votre leçon, mes amis. La promenade se poursuit par la salle d'exposition, rencontre avec les artistes, puis la visite de l'église et la quête obligée pour la rénovation de ses vitraux avant le retour chez Thierry. En guise d'apéritif, l'aubade du maître des lieux et un peu de flonflon avant de passer à table. À l'heure du café, tous pourront danser avant de nouvelles visites qui occuperont le reste de la journée. Surtout mon plus grand rêve, moi, c'est ça qui est important, c'est de rendre les gens heureux. C'est-à-dire que pour moi, c'est important, que ce soit les personnes du 3e âge ou autres, de les voir danser. Ça, c'est important. Alors, j'ai toujours, depuis, bon, j'ai 42 ans, c'est-à-dire ça fait 20 ans que je m'occupe d'associations sur la commune de Warcq. Mais mon plus grand rêve, c'était de faire venir les gens à Warcq et qu'ils repartent de chez Thierry heureux. Thierry
Thierry Guiliani, drôle de personnage bouillonnant. Thierry est sur notre plateau. Thierry, vous êtes président du syndicat d'initiative depuis 6 mois. Vous avez 42 ans. Plus qu'une journée de détente, c'est un véritable spectacle. Vous êtes un homme orchestre, on peut dire. Oh, je peux dire ça, oui, pour Wark, oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné l'idée, l'envie de faire ce spectacle? C'est-à-dire, il faut se dire que dans les Ardennes, il n'y a personne qui s'occupe de tourisme. Puis nous avons un département qui est très beau. Puis un jour, je suis allé en voyage publicitaire en Belgique. Puis je me suis dit, après tout, pourquoi pas faire autant à Wark? Bon, surtout qu'on a des richesses sur la commune de Wark, puis la vallée de la Meuse. Puis voilà. C'est-à-dire, puis surtout, je fais toucher le club du 3e âge. Entre autres richesses, vous faites découvrir, par exemple, un musée de la TSF qui est assez surprenant. Voilà. Qui est tenu par Monsieur Rose et Madame Rose. Qui n'ont pas pu être sur notre plateau parce qu'ils n'étaient pas disponibles aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut y voir dans ce musée? C'est-à-dire que, comme je dis, c'est un homme, ma foi, qui est vraiment un génie. C'est-à-dire que c'est un homme qui a inventé le poste de TSF sans énergie électrique. Donc il fabrique des radios, mais avec des formes surprenantes. Ah, tout à fait. Par exemple, une tour Eiffel. Tout à fait. C'est-à-dire que c'est lui, ma foi, qui imagine comment il fait la fonction de tous les appareils qui marchent, qui sont là-bas au musée. Mais tous les décors sont faits par son épouse, Reine. Et ça a du succès auprès du public? Ah oui. C'est-à-dire que chaque fois que mes clients repartent du musée, ils sont heureux, puis ils y retournent, individuellement ou en famille. Puis là, maintenant, il y a de plus en plus de succès à son musée. Aujourd'hui, quels sont vos projets? Est-ce que vous avez l'intention d'élargir un petit peu votre champ de vision, vos visites? Oui, c'est-à-dire que ce que j'ai envisage de faire pour l'hiver, surtout, parce que l'hiver, évidemment, les routes ne sont pas bonnes à fréquenter dans la vallée de la Meuse, c'est d'organiser des repas dansants, avec la bonne ambiance que j'imagine qui sera toujours à Wark. Est-ce que vous pouvez, pour nos téléspectateurs, une dernière fois, nous refaire le tagada tagada? Tout à fait, avec tous mes amis de Wark, bien sûr. Vous êtes prêts? Alors on y va. Allez. 1, 2, 3. Tagada, 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 Merci. Je crois qu'on peut vous applaudir tous et toutes pour cette petite démonstration. Autre activité dans la commune, mais cette fois-ci musicale, je vous propose d'écouter La légende de Wark. C'est une chanson qui est composée et interprétée par Suzanne Abraham, qui est professeure de solfège, de piano et qui représente ici l'harmonie municipale de cette commune. Suzanne Abraham, c'est à vous pour La légende de Wark. Venu des brumes du Nord, un roi courageux et fort, séduit par les alentours, va fonder Wark un beau jour. Et la Meuse aventureuse aussitôt tomba amoureuse du village construit tout près d'elle, où la vie s'écoulait si belle, grâce au roi si beau et si bon, appelé le grand roi Othon. Venu des brumes du Nord, un roi courageux et fort, séduit par les alentours, va fonder Wark un beau jour. Bien, on peut vous applaudir, Suzanne Abraham. C'était donc la légende de Wark. On a l'impression, madame, que la vallée de la Meuse vous inspire particulièrement. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas ardennaise moi-même, mais je le suis par mon mariage. J'ai épousé un Ardennais. Il m'a transmis sa passion de sa région. Il y a une réelle tradition musicale dans votre commune? Ah oui, à Wark, il y a eu de la musique depuis très très longtemps. L'harmonie est très ancienne. L'harmonie compte combien de membres? Environ une vingtaine de musiciens, plus l'école de musique qui comprend 28 élèves actuellement. Vous organisez des manifestations régulièrement? Ah oui, nous faisons deux concerts avec les élèves par an, et l'harmonie
fait beaucoup de concerts à toutes les occasions, défile dans les rues. Elle a défilé 11 novembre. Bien, mais écoutez, on salue les membres de l'harmonie municipale de Warcq qui n'ont pas pu être sur ce plateau. Merci beaucoup, madame, pour cette prestation. Je vais aller rejoindre d'autres musiciens. Yann Charlier, on vous retrouve. Vous avez avec nous débuté cette émission. Je rappelle que vous avez 26 ans. Vous êtes accompagné de votre collègue, ami et confrère Benjamin Gillard. Vous avez 19 ans. Que pensez-vous de cette légende, de cette chanson ? Personnellement, je trouve que c'est une belle légende. Je vous pose la question parce que c'est un petit peu paradoxal. Vous organisez un festival rock. Ouais. Et la 2e édition a eu lieu en septembre dernier. Tout à fait, c'est ça. Alors ce festival s'appelle comment? Alors le festival s'appelle Warstock, un petit peu en hommage à Woodstock. Et puis aussi parce que le nom de Warcq se prêtait bien justement au Warstock. Et aussi parce que c'est typiquement rock. Et aussi on a un terrain quand même qui ressemble beaucoup au niveau des reliefs à ce qui se passait à Woodstock. Est-ce qu'on peut dire que ce festival qui est tout jeune peut être un tremplin pour les groupes de votre région? Je pense, oui. Mais à l'origine, c'était pas... Bon, avant le Warstock, il y a eu des manifestations qui ont été organisées par la jeunesse. Et ça s'appelait le tremplin aux espoirs. Alors, il y avait plusieurs groupes qui étaient mis en concours. Et comme ça, on décernait des lots. Et bon, par la suite, le Warstock a été créé. Mais le Warstock, à l'origine, n'avait pas pour but justement d'être un tremplin pour des groupes. Mais il s'avère que bon, on commence à avoir un peu plus de crédibilité au niveau des gens qui viennent au festival, et ça peut aider les groupes. Mais c'est pas difficile de se faire accepter par la population, parce qu'on connaît bien la clientèle de ce genre de concert. Elle ressemble pas forcément aux habitants de Warcq. C'est sûr que dans une commune rurale comme la nôtre, c'est pas forcément évident d'organiser du festival rock avec tout ce que ça entraîne avec. Mais globalement, on peut dire que ça passe quand même bien avec la population, et ils acceptent quand même les différences de chacun, quoi, finalement. Bien, mais écoutez, on vous souhaite bon courage pour la 3e édition qui aura lieu en septembre 97. Vous allez maintenant faire la connaissance d'une autre artiste. Elle vient de s'installer à Warcq il y a tout juste 3 mois. Elle est d'origine allemande. Elle, c'est Ulrike Nagel. Elle est passionnée de poterie, de peinture et de sculpture. Voici donc son portrait. Je fais des étoiles parce que je veux m'exprimer, je veux tenir les moments, je veux travailler sur les choses qui m'embêtent, qui me bougent. Je fais un peu sculpturer en poterie, mais aussi j'ai écrit beaucoup. J'ai fait des portraits des amis artistes. J'ai travaillé pour un journal en Allemagne. Pour quelques journaux, oui, j'ai écrit sur l'art. Je ne peux pas travailler au dehors. Je suis trop pris par la beauté de la nature. Moi, je dois m'enfermer. Même j'écoute de la musique pour faire mon petit univers ici, plus en trois. C'est paradoxe, mais c'est la dialectique aussi de la peinture. Je me fais un espace en trois pour me développer, pour laisser mes pensées, mes idées se délibérer. Maintenant, je suis pris par un thème, je vais l'appeler Icarus ou Icar.
Mais c'est aussi un mélange avec la migration qui se passe maintenant dans tout le monde. Ce sont les gens qui quittent leur pays à cause des guerres ou à cause parce qu'ils n'ont pas assez de manger et comme Icare, ils ne voulaient pas rester dans une prison, ils ne voulaient pas rester dans une vie attachée sur le sol, ils voulaient voler, ils voulaient avoir quelque chose d'autre. J'ai toujours gardé ma liberté. J'ai un petit boulot ici et j'ai un boulot chez moi pour être indépendant. Je ne veux pas être quelqu'un qui peint parce qu'il doit vivre de sa peinture, parce que ça c'est très très difficile. Les œuvres d'une artiste allemande devenue Warkin. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Dans quelques minutes, vous retrouverez Didier Homer pour souffler ses jouets. Mais avant cela, on retrouve Luc Monet, fleuriste à Warcq. Je le rappelle, depuis quelques mois, vous avez réalisé pour nous un jardin au bout de la rue. Voilà, c'est un jardin, comme je l'ai expliqué tout à l'heure au début de l'émission, un jardin fait à base de personnages issus de l'artisanat mexicain. En fait, c'est du papier mâché. Alors, on articule un peu les personnages en fonction de l'environnement qu'on leur crée. Et puis, bon, ma foi, ça fait un objet décoratif qui est assez prisé. On a eu l'occasion d'en exposer d'ailleurs avec le syndicat d'initiative à Warcq. Et puis, on en a quelques-uns, bien sûr, dans le magasin. Je suis aidé en ça par ma fille Marie qui commence à avoir le goût de l'harmonie des couleurs et puis l'harmonie des formes. Et en voyant votre fille Marie qui a 12 ans au travail, vous avez eu une idée, créer une école. Oui, c'est encore à l'état de projet. Il est sûr qu'il y a des parents, des Warcains qui sont venus me voir et qui m'ont dit, tiens, ça serait pas mal si les enfants pouvaient faire ça. Alors j'ai pensé à ma fille bien sûr, et puis c'est à l'état de projet parce qu'elle est à l'école et puis qu'il faut arriver à harmoniser les horaires. On peut avoir une date approximativement de création de cette école? Vous vous donnez combien de temps? En tout état de cause, pas avant la rentrée de Pâques l'année prochaine. Quelques secondes avant la fin de cette émission, je vous demanderai, vous qui avez été à l'écoute de toutes ces discussions, de nous donner votre impression, votre phrase de conclusion, comme on en a l'habitude ici. Voilà, une phrase de conclusion, c'est vrai que les Warcains sont des Ardennais. Ça, c'est rien de le dire. Oui, une évidence. Ils ont ceci de particulier, c'est que ce sont des Ardennais qui ont, à répétition, eu des souffrances. Ouais. Ils ont donc cette capacité d'adaptation de ne pas lâcher complètement le pays, parce que c'est vrai qu'ils ont leurs racines dans Warcq, et on entend même les jeunes qui disent qu'ils ne veulent pas partir de Warcq, et ça, ils ont raison. Ils se créent des commerces, ils se créent une animation, ils se créent du tourisme, ils se créent une solidarité, c'est ce que je disais en début d'émission, qui fait que ça démarque Warcq de l'ensemble des villes et des villages aux alentours, parce que ce sont les gens qui savent ce que c'est, que, comme on dit dans les Ardennes, d'avoir de la misère. Eh oui. Eh bien, écoutez, ce sera cette belle phrase qui conclura notre émission. La semaine prochaine, notez bien notre rendez-vous, nous serons le 23 novembre et nous irons dans les Vosges pour découvrir Darney, à 20 km de Contrexéville, sur la route touristique thermale. Il y a 1500 habitants dans cette commune. Nous évoquerons bien sûr les traditions verrières avec des milliers d'hectares de forêt. Nous parlerons de l'histoire avec la présence de Celtes. Et quand on parle de forêt, on évoquera une tornade qui a eu lieu en 1984 au mois de juillet et qui a fait de nombreux dégâts avec les habitants. Des témoignages sur notre plateau, vous avez bien noté. Darney, les portes de la forêt, ce sera la semaine prochaine. Dans un instant, notre ami Didier Homer vous attend à Bogny-sur-Meuse et puis bien sûr la suite de votre programme sur notre chaîne avec à 16h45 Destination Pêche, à 17h10 Évasion. Merci beaucoup de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, 15h, 16h pour Au bout de la rue. Bon week-end à vous. Thank you.
Thank you.